Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de Spark. Avec la donnée est au centre de tous les traitements. On en parle tout le temps. Notamment, vous l'avez vu précédemment avec le RGPD. On cherche toujours à vouloir traiter la donnée de la meilleure façon possible, à vouloir en collecter de plus en plus. C'est pourquoi, derrière, un seul principe permet de répondre à ces besoins de calcul, c'est l'architecture distribuée. Spark est un des principaux frameworks qui se repose sur ce principe-là. Il est capable de faire du batch, du streaming et du machine learning. On abordera tous ces sujets plus tard. Je vais commencer par partir d'un use case assez classique, le batch quotidien. Il est présent dans tout système d'information. On le connaît tous. Notamment, on peut le voir dans les grandes banques, dans les assurances. Il est écrit en COBOL, il tourne sur du mainframe toutes les nuits et il prend 5, 6, 7 heures à s'exécuter. Le problème, c'est que quand il échoue, pour une raison ou pour une autre, le lendemain matin, je vais avoir des utilisateurs métiers. Des utilisateurs métiers qui vont être bloqués. Ils n'auront pas leurs données mises à jour. Je vais donc perdre en productivité. Généralement, la question qu'on nous pose dans cette situation-là, c'est comment est-ce que je peux faire pour gagner en performance et en résilience. Tout ce qu'on propose, généralement, à ce moment-là, c'est déjà de faire un cadrage, de se poser les bonnes questions, comme Marc vous l'a exposé précédemment. Et pour ce genre de situation, on préconise quand même une refonte. Parce que le COBOL, voilà, on n'est plus forcément capable de le maintenir. Il a 30 ans de legacy, il est endetté. Et puis, on essaye aussi de sortir du mainframe. On cherche à réduire les coûts et à profiter de l'architecture distribuée. Donc, quand on commence une refonte, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une refonte qui va durer. On va utiliser le principe de la clean architecture. C'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler les objets métiers au centre, le domaine, qui ne doivent pas forcément représenter la manière dont ils seront persistés. Trop souvent, on voit la modélisation de la base de données remonter dans la modélisation métier. On va monter des contraintes techniques dans notre métier. Ces objets du domaine, ils seront utilisés et manipulés par des use cases qui vont représenter mes règles métiers. Ces règles métiers, elles ne doivent pas non plus être impactées par l'utilisation d'un framework tel que Strut, Spring, Spark. Tout cela doit rester à l'extérieur, dans la couche de l'infrastructure, dans lequel je vais gérer ma persistance, gérer avec du Hibernate pour du relationnel, du NoSQL pour du Cassandra, de mes appels API avec du Spring, ou exécuter mon code de façon distribuée avec Spark. C'est vraiment un des principes clés qu'il faut appliquer quand on se lance pour éviter d'être bloqué à chaque changement de version majeure de framework et de se dire trop tard, le code du framework est trop emmêlé avec le code du métier, on ne peut pas refondre, on ne peut pas faire la mise à jour, on est encore obligé de refondre. Donc là, je vais vous parler de Spark. Le but, c'est évidemment, Spark n'est pas forcément le meilleur des choix, peut-être que dans 10 ans, il ne sera plus là. Donc préparez-vous à garder votre code métier isolé de tout le reste. Spark, qu'est-ce que c'est ? Alors, un petit peu d'histoire. Il a quand même déjà 10 ans. Il a été créé en 2009 à l'université de Berkeley par des étudiants qui travaillaient sur le calcul distribué à base de clusters Mesos. Ça a pris un peu de temps et il a été légué à la Fondation Apache en 2014, qui l'a tout de suite mis dans ses top-level projects et qui a permis la même année de sortir la V1 grâce à une communauté open source très active. En V1.3, nous avons eu les DataFrame API qui sont arrivés, qui ont apporté des optimisations logiques au niveau de l'enchaînement et la gestion des tâches dans la distribution, et c'était le début du projet Tungsten. Le projet Tungsten, il s'est terminé avec la version 1.5, avec notamment un modèle de sérialisation interne permettant de manipuler la donnée sans la désérialiser pour tout ce qui est tri et agrégation. Des gros gains de performance. Une gestion de mémoire off-heap de la JVM pour éviter tous les out-of-memory face à tous les volumes de données conséquents que les clusters Spark ont à traiter.
Ensuite, en 2016, la V2 est sortie. Et là, Spark a pris le tournant du streaming. Il a vraiment mis le focus avec ce qu'on appelle le structure streaming, c'est-à-dire que d'essayer de repenser l'approche qu'ils avaient, qui à la base était basée sur leur moteur de batch, c'est-à-dire que pour faire le streaming, en fait, derrière, c'était du micro-batch. On avait une latence incompressible, ce qui ne permettait pas de faire du vrai temps réel. On avait quelques secondes de décalage au minimum. Le structure streaming a mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une approche streaming native, et les chantiers continuent encore avec les versions mineures de la version 2. Et là, cette année, avec la version 2.4 qui est sortie, Databricks a annoncé le projet Hydrogène. Le projet Hydrogène, c'est un focus particulier sur l'exécution de frameworks de machine learning sur Spark, comme PyTorch, TensorFlow, Keras, qui ont des besoins particuliers d'orchestration, et Spark se concentre pour pouvoir les accueillir le mieux possible et tirer parti des performances qu'offre un cluster Spark en gérant même l'affinité avec potentiellement des accélérateurs GPU ou TPU pour vos calculs de machine learning. Spark arrive à suivre l'évolution des besoins en ayant commencé par le batch, le streaming et maintenant le machine learning grâce à un cœur extensible et des modules qui s'ajoutent par-dessus. Nous avons Spark SQL qui s'occupe de permettre de déclarer des transformations, des agrégations à travers du SQL standard, qui s'appuie derrière sur des data frames. Donc ça permet à des utilisateurs qui ont l'habitude de faire de la BI d'écrire des jobs Spark. Nous avons une partie dédiée au streaming, avec la gestion du windowing et du watermarking. J'y reviendrai plus tard. Et nous avons une librairie MLlib, donc qui là va être dédiée à permettre d'exécuter des algorithmes de machine learning directement sur Spark, et non un support de framework externe. Et la librairie Graphics, qui est dédiée à tout ce qui est calcul de graphes. Évidemment, il s'intègre bien avec du Mesos, du Kubernetes, du Apache, Hadoop, du Cassandra. Voilà. On verra qu'il est déjà mature. En 10 ans, l'environnement et l'écosystème autour de Spark a beaucoup évolué. Une des questions, quand on passe et qu'on entame une refonte d'un code legacy qui tourne sur mainframe, où tout est dans la même boîte, tout est bien sécurisé, on n'a pas vraiment de problème de latence réseau, à passer sur une architecture distribuée, où là, on va avoir des enjeux complètement différents. Ça demande une éducation côté développement, ça demande une éducation côté architecture, côté infrastructure, et même côté métier. Donc attention au piège, c'est basé sur des retours d'expérience qu'on a pu avoir en mission dans ce genre de refonte. Tout d'abord, une architecture distribuée, ça se présente comme ça. On va avoir un ensemble de workers, donc un peu ceux qui vont exécuter les tâches, qui sont pilotés par un cluster manager, ou alias un master, qui lui va s'occuper de faire vraiment la répartition du travail entre les workers, vérifier que tout va bien. Et tout ça est piloté par une application déployée quelque part, qui embarque un pilote Spark et qui va permettre de fournir le code à exécuter au cluster. Qui dit architecture distribuée dit enjeu et échange de données. Il y a des forts enjeux au niveau du réseau. Ça peut surprendre quand votre réseau avait l'habitude de supporter juste des transactions entre un back-end et une base de données, amène à un passage à 100 machines virtuelles qui vont exécuter du calcul de haute intensité. Vous pourriez avoir des surprises. Les firewalls, les routeurs, ils vont chauffer. Donc faites attention, vraiment, le réseau devient un élément critique de votre architecture. En plus, pour échanger les données entre toutes ces machines, on a besoin de sérialiser les données. Et la sérialisation, quand on commence à regarder l'usage CPU que ça prend, on essaye de la diminuer et de vraiment faire attention à faire le maximum de calculs sur la même machine. Le pattern que vous voyez là, c'est le pattern à éviter, c'est ce qu'on appelle le shuffle. C'est-à-dire que dans ma transformation N+1, je vais attendre des données de différentes machines de la transformation précédente. Mon réseau devient un élément limitant. J'ai des énormes usages CPU dédiés à la sérialisation. C'est vraiment à éviter. Et comment j'évite, comment j'optimise ces traitements-là? Je partitionne mes données. Et l'enjeu de partitionner mes données correctement est vraiment à faire dès la modélisation, dès la persistance dans mes bases de données.
Je prends l'exemple de Cassandra. Je stocke mes transactions financières de mes clients. Je veux calculer mes soldes à la fin de la semaine. Si je fais mes partitions par ID de client, je vais avoir des grosses surprises. Pourquoi ? Parce que je vais avoir mes clients particuliers qui vont avoir quelques transactions, carte bleue, virement, chèque, et je vais avoir mes clients corporate, centaines de milliers de transactions avec toutes les grandes surfaces qu'ils ont. Ma répartition des tâches va être déséquilibrée, et par exemple dans Cassandra, les partitions ont aussi une taille limite. Je vais donc me heurter à un problème de persistance, de performance, et là, ça va être très dur à récupérer. Donc vraiment, pensez bien le partitionnement, quitte à rajouter des colonnes un petit peu artificielles sur le jour, la date, ou du bucketing manuel. Tous les 100 000 éléments, je coupe, pour vraiment optimiser vos performances et bénéficier d'une parallélisation sans faille. Et votre réseau vous redira merci, vous gagneriez en performance. La résilience. Spark a été conçu avec la résilience dès le départ. C'est-à-dire que le cluster manager est capable de détecter l'échec d'une tâche sur une des machines pour la relancer sur les autres machines qui tournent encore. Et il ne relancera que les partitions concernées par cet échec-là, d'où l'importance encore de bien partitionner. Ça permettra de pouvoir amortir éventuellement une machine qui tombe le plus rapidement possible et quasiment de manière transparente. Comme le dit le CTO d'AWS, Werner Vogels, « Everything fails all the time ». C'est bien beau, Spark est résilient, mais est-ce que votre système d'information complet est résilient ? Si jamais votre base de données, votre système de stockage, votre fil de message n'est pas résiliente, c'est bien beau d'avoir un moteur V12 au milieu d'une carcasse de Twingo, mais vous n'irez pas très loin. Il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour. Et pour ça, pratiquez le chaos engineering. C'est-à-dire que vous allez, de manière automatisée et aléatoire, détruire volontairement votre base de données pendant un traitement, interrompre un routeur, éteindre une machine, pour être capable de répondre aux questions « Que se passe-t-il quand j'éteins ma base ? Que se passe-t-il quand j'éteins mon routeur ?» Vous n'êtes pas obligé d'apporter des solutions à chaque problème, mais au moins, vous devez de connaître le comportement de votre système face à ces solutions. Ça vous sauvera bien des problèmes, surtout sur des architectures distribuées avec des clusters qui peuvent monter jusqu'à des centaines de nœuds. C'est compliqué, des fois, de prévoir le comportement. Ça va être le petit élément au fin fond de votre infrastructure qui va potentiellement devenir le SPOF et que vous ne verrez pas si vous ne testez pas de manière aléatoire en pratiquant le chaos engineering. Vraiment, même sans faire de l'architecture distribuée, c'est une pratique qu'on voit trop peu souvent et qu'il faut bien mettre en place. Donc reprenons. Maintenant, nous avons commencé la refonte. Notre batch quotidien tourne bien plus rapidement. Il tourne sur un cluster Spark. J'ai des données qui sont intégrées plus rapidement. Mes utilisateurs métiers ont une donnée qui est rafraîchie plusieurs fois par jour et de manière fiable. C'est-à-dire que même si le traitement échoue, je suis capable de le relancer. Je ne perds pas 8 heures. Et en plus, avec la résilience assurée par Spark, globalement, le taux d'échec est bien plus faible. Mais pourquoi est-ce que j'attendrai la fin du résultat et la fin du traitement pour avoir le résultat ? On le sait, Spark a aussi une possibilité de faire du streaming. C'est pour ça que je peux très simplement écrire en sortie, à la fois dans ma base de données Analytics et dans ma file de messages. Mes applications métiers les plus modernes, les plus récentes, sont capables de se brancher à une file de messages et d'intégrer le résultat au fur et à mesure. Je vais donc être capable de tirer le plus rapidement possible l'analyse de mes données à partir du moment où elles sont arrivées chez moi. Je dépends encore de mes fournisseurs en amont, niveau fichier, donc pour ça, voilà, je fais du plus vite que je peux à partir du moment où je maîtrise l'arrivée de mes données. Là-dessus, il y a quelques questions à se poser aussi sur maintenant, comment je peux aller encore plus loin. Eh bien, là, attention, évidemment, il faut prendre en compte les RGPD, mais plus je collecte, mieux c'est. Plus j'en sais, mieux c'est. Spark est capable de faire du streaming aussi en temps réel pour traiter vos données. Donc n'hésitez pas à aller collecter les données en sortie de vos back-ends ou de vos front-ends qui sont face à vos utilisateurs finaux. C'est très très riche en données
il vous faut une infrastructure assez costaud pour pouvoir les collecter, et Spark répond à ce besoin-là. Il est scalable, il sait absorber les pics de charge, vous n'aurez pas de problème. Et évidemment, il faut que votre broker de messages soit aussi capable d'encaisser la charge. Un Kafka, par exemple, fera très bien l'affaire. Par contre, passer sur du streaming, ça a quelques enjeux. On n'est plus sur un jeu de données maîtrisé, fini, sur lequel voilà, j'ai mon fichier à traiter, je sais tel volume de données, je le maîtrise. Là, mes données arrivent en continu. Ce qui implique de savoir les traiter. On va appliquer le principe du windowing, ou une fenêtre de temps. Par exemple, ici, là, je vais avoir une fenêtre de 10 minutes que je vais déclencher toutes les 5 minutes. Je vais donc avoir une superposition de 2 fenêtres en parallèle. J'ai un premier élément qui arrive à midi 3, mais qui est daté de midi 2. Dans ce qui est streaming, il y a 2 notions importantes. La date d'émission de la donnée, très importante, timestamper vos événements, et la date de réception. Je peux avoir des perturbations dans mon système d'information. Ce n'est pas forcé que ma donnée arrive tout de suite sur mon cluster Spark. Je vais donc collecter ma donnée dans ma fenêtre de midi à midi 10. Le temps passe, j'ai un deuxième élément daté de midi 4, il arrive un petit peu après, ça me fait un deuxième événement que je comptabilise. Le temps passe, j'ai un troisième événement qui arrive à midi 8. Il est donc comptabilisé dans la fenêtre aussi de midi à midi 10 et dans la fenêtre de midi 5 à midi 15. Mais là, on voit un quatrième événement qui est daté de midi 9, mais qui arrive à midi 11. Comment je le gère ? J'ai paramétré Spark avec du watermarking pour tolérer un retard de 5 minutes pour les données, ce qui fait que je vais être quand même capable de prendre en compte cet événement-là dans ma fenêtre qui s'est terminée avant la réception de cet événement-là. Ce calibrage de fenêtre est très important, tant au niveau performance et tant au niveau métier, pour la cohérence de vos données. Donc vraiment, paramétrer ces 2 éléments, le windowing et le watermarking dans Spark, en accompagnement avec le métier et avec les possibilités de votre infrastructure. Je prends un dernier exemple. Là, j'ai une donnée vraiment en retard qui arrive à midi 16, un événement daté de midi 3. Je vais simplement l'ignorer. Ma fenêtre de tolérance est terminée, tant pis. C'est une donnée perdue. Ça peut arriver, il faut être capable de faire avec. Il faut être sûr qu'on soit capable de bien gérer ces cas, parce qu'on ne maîtrise pas du tout l'arrivée de la donnée. Maintenant, je collecte plein de données, qu'est-ce que je peux en faire ? Comment est-ce que je peux mieux les exploiter ? Ça tombe bien, on parle beaucoup de machine learning, d'IA, et Spark est capable d'exécuter soit directement des algorithmes que vous paramétrez dessus, du random forest ou de la régression linéaire avec les API Spark directement, ou même, avec notamment le projet Hydrogène, de faire tourner du TensorFlow, du PyTorch ou du Keras. C'est-à-dire que vous pouvez permettre à vos data scientists d'utiliser les derniers frameworks les plus évolués qui sont un petit peu à la mode, je dirais, sur du Spark. Ça réconcilie un petit peu les data scientists avec les data engineers. Généralement, on a une séparation et chacun tire les besoins de son côté. Spark essaye vraiment de faire un gros travail là-dessus, et ce qui fait qu'on est capable de faire tourner ça sur du Spark. Donc là, on va pouvoir entraîner des modèles et utiliser la prédiction pour aller chercher les signaux faibles dans toutes les données qu'on collecte à destination de mes applications métiers. Mon CRM va par exemple avoir des données plus précises, va pouvoir faire un meilleur ciblage pour envoyer des mails, des newsletters, des codes promo. Mais si je vais encore plus loin, je peux même faire de la prédiction en temps réel à destination de mes utilisateurs finaux. C'est-à-dire que je vais collecter de la donnée et mes utilisateurs vont être capables de bénéficier de suggestions personnalisées. Je prends l'exemple, le jour de l'ouverture du Black Friday, des soldes, le jour du Black Friday. La veille, votre utilisateur avait un comportement. Le jour J, il a un autre comportement. Si votre CRM envoie les mails par rapport aux données qu'il a déjà reçues la veille, c'est trop tard. Il faut être capable de s'adapter en temps réel. Il change de comportement et vous pouvez être capable de lui proposer directement dans sa recherche les produits qui vont lui plaire au moment opportun, pendant cette journée, généralement, où l'utilisateur, voilà, c'est le début du solde, il a des idées en tête. Si on est capable de lui personnaliser son expérience, vous allez avoir un gros gain de performance dans votre conversion. Donc là, on arrive avec une belle architecture.
On a du fichier qui arrive, qui dépend toujours un peu de mon legacy, de mes partenaires historiques, qui me fournissent des données que je traite le plus rapidement possible. Je collecte de la donnée depuis mes utilisateurs finaux et j'enrichis mes applications métiers avec du machine learning pour pouvoir bénéficier et détecter les signaux faibles. Je fais même bénéficier de mes utilisateurs finaux de prédictions et d'espaces personnalisés. Spark est donc capable de gérer du fichier, du streaming et du machine learning. Il s'intègre facilement à un système d'information. Il est capable d'écrire sur du fichier, sur votre base de données, sur votre broker de messages. Les connecteurs sont nombreux, maintenus, la communauté est très active. Maintenant que j'ai une belle architecture comme ça, la question que je me pose, c'est comment j'opère ça? Si vous avez déjà l'habitude d'avoir du cluster Hadoop, vous n'aurez pas trop de soucis. Niveau opération, vous maîtrisez déjà l'architecture distribuée. Par contre, si c'est nouveau pour vous, sachez que le cloud est prêt. Les 3 gros fournisseurs de cloud que tout le monde connaît proposent des solutions managées. Avec Amazon, vous allez avoir EMR. Avec Azure, vous allez avoir HD Insight. Avec Google Cloud, vous allez avoir Dataproc. Et Databricks aussi fournit sa propre plateforme qui est hébergée sur Amazon ou sur Azure, qui est l'éditeur principal de Spark et le committeur principal. Donc c'est là où généralement Spark et les mises à jour sortent le plus rapidement. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'exploration avec des notebooks directement intégrés sur une plateforme Community. Donc, opérer du Spark, c'est comme vous le voulez. Soit on-premise sur du cluster Hadoop, sur du Kubernetes, ou si jamais vous ne savez pas faire et vous ne voulez pas investir dessus, sachez que le cloud est vraiment prêt, les offres sont matures. Spark est apparu il y a une dizaine d'années. Vous n'avez aucun souci pour faire tourner ça. Alors, pour répondre à la question, ai-je besoin d'autre chose? On l'a vu, Spark couvre la majorité des cas d'usage de traitement de données. Il sait faire du batch, il sait faire du streaming, il sait faire du machine learning. Et voilà, je pense que si d'autres besoins arrivent, on l'a bien vu, au fur et à mesure de son histoire, il a su prendre les tournants et s'adapter au fur et à mesure des besoins qui émergeaient pour traiter les données. Mais pour aller plus loin, ce n'est pas forcément le meilleur partout. Si vous avez besoin de faire des requêtes SQL interactives, et je dis bien interactives, donc avec un temps de latence et de réponse assez faible, sur du cluster Hadoop avec du HBase par exemple, préférez du Impala de Cloudera. Si vous avez besoin de faire des requêtes SQL plus traditionnelles, mais aussi interactives, sur des gros volumes de données, où là, distribuer le calcul de la requête est nécessaire, utilisez du Presto. Si vous avez besoin de streaming et de besoin vraiment de gestion d'événements complexes, de faire du stateful streaming avec de la gestion d'événements croisés entre plusieurs streams, préférez Flink. Flink, c'est un petit peu le petit cousin de Spark, mais qui a appris directement une approche streaming native dès son démarrage et qui reste toujours le meilleur sur ce secteur de marché-là. Il est allemand et il s'est récemment fait racheter par Alibaba. Donc voilà. Ça tourne en prod sur des gros volumes de données, c'est fiable et c'est production ready. Merci de votre attention.